le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Monaco, Rennes, Lille et Nice. Si l'habitude de la Ligue 1 durant la décennie passée aura été de retrouver ces clubs dans la course pour les places européennes, de nouveaux concurrents sont apparus avec des projets ambitieux et des envies de profiter de chaque moment de faiblesse de l'élite. Et si le Stade de Reims et Lens semblent être les deux clubs les plus proches de chambouler ce Big Seven, il y en a un troisième qu'absolument personne n'attendait, mais qui a réussi à se faire sa place et semble bien parti pour la garder malgré l'énorme adversité en championnat. Alors cale-toi tranquillement dans ton siège, mets cette vidéo en plein écran et parlons à nouveau d'un club qui n'avait rien pour faire partie du top mais qui a réussi l'exploit de s'y faire sa place, le Grand Stade Brestois. Habitué pendant longtemps à faire le yo-yo entre la Ligue 2 et la Ligue 1, Brest fait partie de ces clubs dont on entend peu parler dans les grands médias. Leur objectif année après année n'est pas d'aller chercher un titre, très souvent le viseur est placé sur le nombre de points nécessaires au maintien, tout en profitant des quelques matchs de gala contre les gros du championnat pour se mettre en avant. L'arrivée de Denis Lessein à la présidence du club n'a pas vraiment changé les choses, en tout cas au début. Grâce au travail de Jean-Marc Furlan et la nouvelle direction, les Pirates qui étaient redescendus un cran plus bas retrouvent enfin la Ligue 1, retrouvent l'élite après quelques tentatives échouées, mais toujours dans des conditions de travail difficiles et des restrictions liées à sa position. Dès son retour au sommet du football français, ils deviennent favoris pour être ceux qui redescendront. Chaque année est donc un combat pour éviter les 3 dernières places et les Brestois résistent. Sous Dalloglio, puis Der Zakarian, ils s'installent petit à petit en tant qu'équipe de milieu, voire bas de tableau. Le jeu intéressant proposé par deux coachs est bien aidé par le recrutement intelligent et une dynamique semble se créer et tout se développe comme le club. Pour la première fois depuis la rétrogradation en 1991, Brest va enchaîner plus de 3 saisons en Ligue 1, un très bon signe et une preuve que le travail paye. Mais très vite, la situation déjà difficile va empirer. Certains choix se retournent contre le club. L'effectif ne répond plus au message d'un coach difficile et les relations internes se dégradent. La peur de la relégation devient de plus en plus grande. Dans une saison avec 4 places et un passage à 18 équipes, la menace n'a jamais été aussi importante et la direction se retrouve forcée de faire un choix qui fera débat. Fini l'ère Der Zakarian, fini les plaintes, place à une nouvelle ère et c'est dans cette situation qu'Éric Roy débarque et prend la tête de l'équipe. Ancien coach et directeur sportif devenu consultant télé, éloigné des bancs pendant une décennie, sa nomination aurait été un choix très audacieux de la part de la direction qui, agacé par le comportement de son ancien coach, souhaitait retrouver une certaine paix interne. Prenant le poste de coach après l'intérim de Bruno Grugui sans l'appui d'un staff qu'il connaît ou qu'il a choisi, coach Eric installe rapidement ses idées de jeu, basées entre autres sur l'utilisation du jeu long, un pressing intelligent et une intensité poussée dans chacune des actions. Son effectif reprend petit à petit les couleurs. L'équipe trouve son rythme et termine la saison en boulet de canon, ne perdant que 2 matchs sur les 10 derniers. Réussissant sa première mission maintien, l'homme que personne ne voyait réussir continue à surprendre dans une nouvelle saison où pas mal de top équipes sous-performent, lui saisira l'opportunité pour effectuer un des plus grands coups de la décennie en championnat. Solide défensivement, l'équipe construite par la direction et celui qui sera surnommé King Eric profitera d'une dynamique positive pour monter d'un cran et enfin jouer le haut de tableau. Porté par un collectif comprenant l'importance de la solidarité, un groupe appliquant parfaitement les idées tactiques qui collent à leur profil, certaines individualités sortiront du lot et permettront à l'équipe de résister à pas mal de coups durs. Bizot infranchissable dans les cages, Bradley Loco sur le côté gauche, le Joe Lala Del Castillo à droite, Lesmelou replacé en sentinelle, ou les montées en puissance de Madi Camara et Kamori Doumbia. Chacun aura son moment de gloire et son importance dans la dynamique de la saison. Malgré un effectif un peu resserré, la fatigue accumulée en fin de saison et le retour en force de grosses écuries, Brest reste dans le peloton de tête à la surprise de beaucoup et finira par être récompensé de sa saison exceptionnelle de la plus belle des manières. Le Stade brestois, l'un des plus petits budgets de la ligue, finira le dernier match en étant sur le podium. Un exploit, une folie qui signifie que le club jouera la Ligue des Champions. Un cadeau merveilleux pour une équipe, un groupe qui aura tout donné, mais aussi un élément game changer pour le club en interne. Si la qualification en Ligue des Champions est évidemment un énorme boost, cette réussite change pas mal de choses, mais ne les change pas totalement non plus. Et c'est notamment visible dans la construction du projet pour la nouvelle saison. Malgré cet énorme succès, le club reste un des plus petits budgets de la Ligue, donc ne peut pas surdépenser en transfert, il ne peut pas offrir d'énormes salaires pouvant concurrencer les tops équipes de Ligue 1, le stade et l'environnement ne sont pas subitement devenus plus attractifs, la popularité des Pirates ne s'est pas envolée suite à ce podium, l'effectif n'est pas non plus devenu complet d'un coup, et le stade n'a pas été magiquement réparé, ni agrandi. Cela dit, cette qualification est une opportunité de grandir en tant qu'institution, en tant que club, notamment à l'échelle nationale, le tout en étant médiatisé à une toute nouvelle échelle. Cette étape représente un énorme défi pour tous ceux impliqués dans le projet brestois. Personnellement, ça me fait penser à ce que Strasbourg n'a pas su faire en se qualifiant en Europa League, ce que Lens n'a pas non plus complètement réussi à construire après s'être qualifié en LDC, et cette étape a failli rapidement mal tourner. Grégory Lorenzi, ancien joueur et actuel directeur sportif du Stade brestois, l'homme qui construit l'effectif
chaque saison depuis des années déjà, et qui a dû gérer le club avec un budget plus que limité en solidifiant ses racines en Ligue 1, a failli partir avant même le début du mercato estival. Si l'idée de confier l'équipe à Errico venait en grande partie de lui, si l'énorme majorité des recrues porte la marque de ses idées et son réseau, il était obligatoire qu'un tel résultat mette enfin la lumière sur son travail. Avec le coach, ils ont été fortement approchés durant l'été, et si les médias ont évidemment sauté à la conclusion qu'il allait partir, son attachement pour le club et le défi présenté devant lui l'ont rapidement convaincu de rester. Le duo n'a donc finalement pas fait ses valises, mais s'est très vite remis à travailler. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, rien n'a réellement changé, voire même pire, quelques problèmes supplémentaires apparaissent, et c'est donc à la direction de faire de son mieux pour construire un projet intéressant, sans mettre en péril le futur de l'institution. La période de mercato estival commence donc avec quelques mauvaises nouvelles, l'effectif déjà limite en termes de qualité rétréci avec les fins de prêt, qui t'avaient apporté pas mal de profondeur, le début des négociations avec les premières pistes se passe très mal, Steve Mounier, le buteur et un des garants de la domination aérienne de l'équipe, décide de ne pas prolonger son aventure dans le Finistère, et l'option d'achat de Kamori Doumbia n'est pas activée, puisque le Malien abuse un peu sur ses prétentions salariales. Les premiers signaux sont donc inquiétants, mais la panique n'est pas présente en interne. Lorenzi reste calme. Il connaît parfaitement cette situation, où son club n'est jamais dans les top priorités de ses cibles mercato. Il a l'habitude d'opérer dans ces conditions, et il sait très bien d'avance comment les choses vont se passer. Très vite, il multiplie les contacts avec les pistes qu'il estime capables de répondre aux défis brestois, mais les premiers mouvements viendront d'abord des quelques départs nécessaires. Dari et Arconte quittent définitivement le vestiaire où ils n'ont plus leur place. Le Doiron se voit approché en série B par le club de Palerme, qui fera une offre impossible à refuser pour un joueur de banc avec un plafond évident. Lilian Brassier, lui, part en prêt avec une option d'achat à 12 millions, devenant la plus grosse vente de l'été. Le chantier s'épaissit donc, et après des semaines de galère, que Lorenzi a plutôt bien géré, tout se règle à la fin du temps imparti pour le mercato estival. Mama Baldé, Abdallah Sima, Ibrahim Salah, Ludovic Ayork et Romain Fèvre viennent compléter un secteur offensif délabré. Edmilson Fernandez s'ajoute au milieu de terrain, tandis que Koulibaly et Ndiaye renforcent la charnière centrale. Le mercato bloqué durant une longue période se libère lorsque pas mal de joueurs comprennent qu'ils n'auront pas mieux. Lorenzi, comme à son habitude, a parfaitement géré le coup et aura même réussi à compléter le retour de Kamori Doumbia, dont le départ aura été un peu forcé par Reims. En gardant la quasi-totalité des hommes forts de la saison dernière et en rajoutant des options, de la profondeur et du talent, Brest a parfaitement réussi son été sans réellement se mettre en danger. À un point près, déjà privé de Lesmelou bloqué à l'infirmerie, le 11 titulaire perd son latéral gauche suite à une grosse blessure. Un peu sous les pistes, les opportunités ont été difficiles à convaincre, laissant que Jordan Amavi, libéré par l'OM, et Massadio Aïdara de Lens. Avec tous ces changements, Brest était enfin prêt, le chantier a été long, il aura même empiété sur le début de saison, mais l'effectif est complet, une réussite obtenue dans le Money Time, et le défi de cette saison peut enfin être relevé. Le championnat, la coupe et l'Europe a joué pour une équipe qui visait le maintien une année plus tôt. Autant dire que ce changement aurait été dur à encaisser pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Déjà impacté par un mercato tardif mais nécessaire, la première partie de saison a été plutôt difficile, avec énormément de défaites, beaucoup de buts encaissés et un chamboulement qui a physiquement fait mal. La situation aurait pu tourner à un désastre complet, mais l'équipe et le coach ont su faire le dos rond. En difficulté dans la phase aller de championnat, la Ligue des Champions aurait été une bouffée d'air frais. Cette première expérience européenne pour beaucoup dans le vestiaire était autant un challenge qu'une aventure à vivre. Et la direction prise pour affronter ce défi aurait été la bonne. Prenant la compétition match après match, appliquant son projet de jeu en acceptant de ne pas être du tout parmi les favoris, tout le monde voyait Brest échouer. Comme tout le monde voyait Brest chuter au classement l'an dernier. Et encore une fois, les hommes en rouge les ont fait se taire devant leur performance collective impressionnante. Sturm Graz, Salzbourg, le Sparta et le PSV tomberont face aux Pirates. Ils ont tenu bon, ils ont montré leur meilleur visage à chaque match et surprise générale, ils ont réussi à sortir vainqueurs. Le match nul face à Leverkusen montrera que Brest ne plie pas face au gros et les rencontres contre le Barça et le Real seront des plafonds inatteignables autant que des expériences formidables que ce soit pour les joueurs, le club ou même les supporters. Brest, obligé de jouer à l'extérieur dans le stade du Roudourou, fera une phase qualificative de haut niveau. La défaite contre le Shakhtar coûtera la qualification directe, mais les points obtenus permettent aux Brestois de continuer l'épopée. Qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, plutôt bien placé en championnat, cette année est déjà un succès immense, historique, et les fruits continuent de tomber. Aujourd'hui, les Pirates sont plus connus que jamais, que ce soit via les vannes, l'énorme médiatisation notamment via certaines émissions populaires, ou bien même le jeu et la détermination montrés à chaque rencontre. L'effectif a énormément pris en expérience, en valeur, les retombées économiques directes représentaient plus du double du budget annuel en interne, et le tout en ayant certaines bonnes nouvelles supplémentaires, comme le nouvel stade enfin approuvé. Cette phase de qualification est donc une énorme réussite sur tous les plans. Le club grandit, le club prospère, et le tout en réussissant à garder un aspect compétitif sur tous les plans.
Si l'année 2025 a commencé avec une qualification inattendue pour la suite de la Ligue des Champions, elle a aussi commencé avec la première série de victoires en championnat qui était beaucoup attendue. Enfin Brest a retrouvé son rythme, enfin l'équipe récupère son tranchant et c'est plutôt de bon augure pour la suite. Confronté à un PSG en Ligue des Champions, réduisant un peu le plaisir que représentait la suite de la compétition, la double confrontation a sonné comme la fin d'un rêve. Tout le monde aura su profiter de chaque moment. La saison 2024-2025 de Brest est donc déjà rentrée dans l'histoire du club, mais elle pourrait faire encore bien plus et devenir incontestablement la meilleure de son histoire. Avec une fin de championnat ouverte offrant l'opportunité toujours possible de sécuriser une place européenne, et avec un parcours en coupe qui n'est toujours pas fini, la fin de saison ressemble très clairement à une opportunité de rentrer à nouveau dans l'histoire. Eric Roy a donc l'opportunité d'écrire encore un peu plus son nom dans les manuels d'histoire de Brest, de s'imposer définitivement comme le meilleur entraîneur que le club n'ait jamais connu, et je pense que ce serait mérité. La suite c'est quoi? Bon bah déjà, comme je l'ai dit, c'est le fameux nouveau stade. D'ici quelques années, Brest aura enfin son chez lui, un lieu approprié qui répond aux normes bien plus que Francis Leblay ne le fait, et c'est plus que nécessaire. Le Roudourou et Guingamp t'ont sauvé cette saison, mais cette solution temporaire t'a privé d'une ambiance unique et une partie des revenus match qui aurait fait du bien. Lorenzi et Roy vont être courtisés, tes meilleurs joueurs aussi, et avec les nombreux prêts dans l'effectif, l'été s'annonce tout de même sacrément agité. Dans tous les cas, avant de s'inquiéter et de se projeter, il reste une demi-saison remplie d'émotions, de matchs en jeu, à vivre, et je pense qu'on risque à nouveau de voir Brest briller. Pour moi, le match contre l'OL sera littéralement décisif pour ton avenir. Avec Dunkerque en coupe, ça s'annonce comme étant les matchs les plus importants de la saison, et ce sera sacrément intéressant de voir ce qui va se passer. Brest peut s'imposer comme un club européen 2 années de suite. Je pense que personne ne l'avait vu venir, et j'espère que les supporters profitent pleinement de cette période. Bref, c'était une petite vidéo sur un club que j'aime beaucoup, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt, ciao.